Quand j'étais petit, je me souviens avoir joué avec l'écran magique. Pour ceux qui l'ont pas connu, c'est un écran sur lequel tu dessines en faisant bouger ton pixel avec les roulettes. L'une pour les mouvements horizontaux et l'autre pour les verticaux. Compliqué à manier, mais on pouvait faire des trucs de fou. Regardez-moi ces pros. Pour effacer, rien de plus simple, suffit de secouer et tout disparaît. Mais comment ça marche? En fait, à l'intérieur, il y a une poudre d'aluminium qui se colle à l'écran de verre. Lorsque vous faites tourner les roulettes, vous déplacez un stylet qui va gratter la poudre et la retirer de l'écran. Ce que vous voyez, c'est pas un trait, mais du vide. C'est pour ça qu'il suffit de secouer le jouet pour effacer votre dessin. Ce que vous faites, c'est recoller la poudre partout. Impressionnant, hein? Eh ben, des objets de votre quotidien qui recèlent de ce genre de secrets, il y en a plein. Je vous propose de les décortiquer et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Y'a quoi à l'intérieur d'un ventilateur sans hélice? Je sais pas vous, mais plus jeune, j'avais peur de me couper les doigts en m'approchant trop près du sèche-main. Est-ce que j'avais raison? Pour ça, faut que je vous parle d'une technologie, les ventilateurs sans pales. Comment est-ce qu'on fait autant de vent dans un si petit truc? C'est juste un cercle. Et puis y a rien de tranchant, hein, vous pouvez y passer la main. Bon, en vrai, y a bien une hélice qui tourne, mais c'est juste qu'elle est cachée à l'intérieur, dans le socle. Du coup, c'est pas sans palme? C'est juste un trompe-l'œil ou un choix artistique? Pas tout à fait, car une si petite hélice n'est pas suffisante pour produire autant de souffle. Chez Dyson, pour 20 litres d'air pompé, il en expulse 15 fois plus. 300 litres. Y a pas de magie, pas de haute technologie, tout se joue au niveau du cercle. L'air pompé à la base est envoyé dans un anneau et ressort par une petite fente tout le long. Jusqu'ici, ça n'est qu'un tout petit souffle. Mais à la sortie, à cause de la forme de l'anneau, c'est un peu comme un toboggan. Ces molécules accélérées vont commencer à s'écarter les unes des autres. Ça crée une pression négative, comme s'il y avait du vide dans le cercle. Un appel d'air se crée, et donc du vent. Ces ventilateurs ont un deuxième secret. Ils ne font presque aucun bruit. Comment? Eh ben, à l'intérieur de la machine, il y a une petite cavité en plastique. C'est tout. Ça agit comme le goulot d'une bouteille dans lequel tu souffles. Ça produit une espèce de sifflement. Le nom stylé, c'est une résonance de Helmholtz. Et ben, si ce sifflement est de la même fréquence que le son du ventilo, alors les deux sons s'annulent, puisqu'ils ont la même onde qui rentre en concurrence. On utilise ce principe dans les pots d'échappement des voitures, soit pour les rendre plus silencieux, soit pour qu'ils pétaradent un maximum. Y'a quoi à l'intérieur de vos jouets favoris? Les poulets hurleurs, les machines mangeuses de pièces, les squishies ou encore le kaléidoscope? Enfin, on s'est tous demandé comment ça marchait. Y'a qu'à voir le nombre de vues que ça fait sur YouTube. Les animaux en plastique qui crient, personne n'aime ça. L'armée américaine l'utilise même pour tester le sérieux des soldats. Mais comment font-ils pour faire autant de bruit? C'est quoi le mécanisme à l'intérieur? Déjà, le son ne vient pas de la bouche, tout se passe dans le ventre. On y trouve un instrument très semblable au kazoo. Quand on appuie sur le poulet, ça fait sortir l'air brusquement, comme vous pourriez le faire avec votre bouche. C'est en relâchant que l'air va rentrer et faire ce bruit insupportable. Le second, vous l'avez forcément déjà vu avec son visage terrifiant, la facebank. Ça fait un peu flipper, mais une fois ouvert, c'est tout bête, il y a juste un bouton à presser. C'est même pas un détecteur de mouvement, si vous mettez pas bien la pièce, il se passe rien. Ensuite, il y a un petit bras mécanique qui fait bouger les lèvres et une carte électronique pour gérer tout ça. Un peu décevant, mais faut admettre que le mouvement est réussi. Ceux qui ne déçoivent jamais, c'est les squishies. Sur YouTube, les enfants en raffolent. Il y a même des chaînes YouTube qui sont entièrement consacrées à ça. Le secret, c'est surtout de savoir comment ils sont fabriqués. En fait, on mélange de l'isocyanate et du glycol. On remue pendant une petite minute, on laisse reposer et paf, ça produit du polyuréthane, tout en devenant 3,5 fois plus gros. C'est ce qui donne cet aspect élastique tout mou. On le trouve également sous forme de mousse. La différence, c'est qu'il y a énormément d'alvéoles pour piéger de l'air. On peut le compresser beaucoup plus, mais il reprend quand même sa forme. Il y en a même avec des odeurs de fruits, c'est adorable. La réalité est plus sombre. Avec le temps et en se décomposant, ces jouets peuvent relâcher dans l'air des composés toxiques. Ça irrite les voies respiratoires, c'est cancérigène, toxique pour le foie, et ça peut même atteindre le système nerveux. Rassurez-vous, c'est pas des fioles de poison. Mais quand on sait que les enfants dorment avec, mieux vaut faire attention. Le grand classique qui traverse les générations sans danger, c'est le kaléidoscope. Dedans, il y a que ça, juste des petits objets. Ça peut être du verre concassé, des coquillages, plumes, perles, bouts de tissu, ou comme ici, du plastique coloré. Juste au-dessus, on y place des miroirs qui se reflètent les uns les autres, mais aussi ce qu'il y a au fond. Quand un objet se reflète dans un des miroirs, il renvoie l'image à tous les autres, puis le phénomène se répète de manière continue, créant ainsi une infinité de copies de l'objet initial. C'est ça qui donne ces images aussi complexes que jolies. Vous pouvez trouver sur YouTube plein de tutos pour construire votre propre kaléidoscope maison, et ça a l'air assez facile. Y'a quoi à l'intérieur d'une porte? Si les premières portes ont été inventées en Égypte 4000 ans avant Jésus-Christ, la première serrure, elle, vient d'Irak. On l'a retrouvée dans les ruines de la forteresse de Sargon, au nord du pays. Le principe est simple, on insère un bout de bois courbé, et ça permet de faire tomber des petits bâtons dans des trous. À partir de là, la porte est bloquée. Pour l'ouvrir, on insère une grosse clé en bois à l'intérieur, qui a la même forme que les trous. En la poussant vers le haut, magie, les bâtons remontent et on peut retirer le bout de bois. Et bah aujourd'hui, le système est le même, il s'est juste un peu complexifié. Déjà, on a inventé la poignée. C'est juste une pièce métallique en L reliée au
au bec de canne, le bout de métal en triangle qui rentre dans la porte et la bloque. Ils sont reliés par un mécanisme à ressort. Quand on appuie sur la poignée, ça retire le bec. C'est bête, mais il fallait y penser. Mais ce que vous voulez savoir, c'est comment on peut ouvrir une porte avec une clé. Commençons par les plus simples, les serrures à gorge. Vous savez, les grosses clés. Comme vous le voyez à l'image, votre clé va bouger des petites plaques d'acier. Celles-ci ont toutes une forme particulière et selon comment votre clé va les aligner, ça va permettre de créer un chemin pour déverrouiller. Sur les serrures plus modernes, c'est pas si différent. À l'intérieur, vous avez des tiges métalliques remontées par des ressorts à des hauteurs différentes. Sur votre clé, il y a des encoches. Ces variations de hauteur font remonter les tiges de métal. Si la clé n'est pas la bonne, ça s'aligne pas. Si c'est bon, tout est aligné à la même hauteur et vous pouvez déverrouiller la porte. Alors, comment expliquer que certains arrivent à la même chose avec un simple crochet? Je vous explique. D'abord, on va exercer une rotation dans la serrure à l'aide d'une tige de métal. Puis, grâce à un objet légèrement courbé, on pousse tous les cylindres vers le haut, les uns après les autres. À cause de la rotation, et comme ils sont pas tous identiques, on arrive à les bloquer vers le haut. Une fois que tous les loquets sont bloqués, vous pouvez ouvrir. Avec les cadenas moins sophistiqués, pas besoin d'outils. Un trombone peut faire l'affaire. Vous avez même des cadenas transparents pour vous entraîner, ce qui vous permet de voir comment marche le mécanisme. Mais les constructeurs ne sont pas bêtes, et il y a des pièges. De faux cylindres, par exemple, qui en les remontant bloquent le mécanisme. On peut aussi complexifier la pression des ressorts. Mais techniquement, n'importe quelle serrure peut être ouverte. Suffit de voir la chaîne Lockpicking Lawyer qui s'est mis au défi d'ouvrir absolument tous les cadenas du monde. Pour les coffres forts, il y a quand même une petite différence. Vous avez sûrement déjà vu cette image du brigand qui l'ouvre juste en écoutant avec ses oreilles. Eh ben c'est vrai. Le principe, c'est que pour chaque numéro, il y a un disque avec une encoche derrière. Mettre le bon code, c'est juste aligner ces encoches. Ça produit également un petit clic dont les voleurs se servent pour ouvrir les coffres forts. Une fois ces encoches toutes parfaitement alignées, la porte s'ouvre. Encore une fois, avec de l'expérience, ça résiste pas. Pour la plupart des coffres forts mécaniques, impossible de réinitialiser la combinaison, vu que les chiffres sont fixés physiquement dans une position particulière par rapport à l'encoche. Dans ce cas, réinitialiser son code, c'est changer de coffre-fort ou tout le mécanisme du verrou. Nouveau disque, nouvelle encoche, nouveau code. Y a quoi à l'intérieur de vos toilettes? Les toilettes, c'est l'une des technologies les plus sous-cotées. Tout le monde s'en contrefiche de savoir comment ça marche, alors que c'est quand même un peu magique. Plus jeune, je pensais qu'il y avait une grosse hélice qui aspirait l'eau, mais je me trompais. Et ça, tu le découvres la première fois que ta chasse d'eau commence à couler toute seule, sans s'arrêter, et que tu dois la réparer. À l'intérieur du compartiment, il y a juste de l'eau et des pièces en plastique, zéro électronique. En fait, lorsque vous tirez la chasse, le bouton se lève, permettant à l'eau de se vider. Mais quand ça se remplit, pourquoi ça s'arrête tout seul? En fait, avec le manque d'eau, la gravité va faire redescendre un poids, le flotteur, qui ouvre l'arrivée d'eau. En remontant, puisqu'il flotte, il finit par le refermer. Tout simple, mais fallait y penser. Ceci dit, deuxième question, pourquoi les toilettes ne se remplissent pas complètement d'eau? Si je mets 3 seaux dans ma cuve, il y aura toujours le même niveau de liquide. Ça, c'est grâce à la forme en S du siphon des toilettes. De base, l'eau est au même niveau partout. Quand on en rajoute, celle qui se trouve du côté de l'évacuation tombe dans les tuyaux. Et du coup, quand vous mettez plein d'eau d'un coup, comme en tirant la chasse, ça crée un courant qui permet l'évacuation de vos déchets. Évidemment, si le tuyau est bouché, c'est là que ça peut déborder, car l'eau ne peut plus s'évacuer. C'est aussi pour ça qu'il y a toujours de l'eau au fond de vos toilettes. Ça empêche les mauvaises odeurs de remonter de vos canalisations. Sans ça, ce serait une infection. Et voilà pour ces quelques dissections d'objets. La vidéo était plus légère que d'habitude, mais on s'est posé toutes ces questions et je suis content de pouvoir vous les partager. Si vous souhaitez qu'on explore l'intérieur d'autres objets avec Saito, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Allez les amis, ciao!